à Lubumbashi, nous saluons tous ceux qui nous suivent là-bas parce que l'une de parties de notre émission est là-bas, Willy Kalenga et Jérôme Sekana qui nous font parvenir des très bonnes nouvelles. Félicitant naturellement ces journalistes depuis Kinshasa qui analysent l'actualité de la semaine, les étudiants, les intellectuels, les élus, la population. C'est votre émission, effectivement, nous sommes contents que cela soit ainsi. Mais nous n'avons pas oublié la diaspora, notamment en Afrique du Sud et surtout au Canada. Alors, on revient sur ce plateau avec ces clubs remplis des grosses têtes, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant. Paul Diakité, ça fait un moment qu'il était un peu à l'affût des infos dans Kinshasa et pourquoi pas à l'intérieur du pays. Tout va bien? Oui, parce qu'il faut bien regarder ces glissements, on risque de se faire mal à la jambe. Bon, mais si on est invité, on vient. Si on n'est pas invité, on nous a invités plusieurs fois, on n'était pas Kinshasa. Le mot glissement, on n'était pas Kinshasa. Ça vous préoccupe beaucoup, on va en parler longuement aujourd'hui parce que les gouverneurs... Pas Kinshasa. Merci beaucoup de l'honneur de m'inviter. Absolument. Ce soir. Bruno Bolisson. Diakité, on signale qu'il est toujours indépendant, il n'a pas changé, il n'est pas candidat gouverneur, non? Pas candidat gouverneur. J'ai pas compris la question. Toujours indépendant. Journaliste indépendant, pas candidat gouverneur. Est-ce que vous la posez bien? Si je la pose bien. Pour préciser quand même auprès de ceux qui nous suivent que il y a quelques rêves journalistes. Journaliste, oui. Ce que je fais, c'est 1000 fois mieux que les gouverneurs. Oui, surtout dans ces temps qui courent. Absolument. Bruno Bolisson, indépendant aussi. Tout à fait. Voilà, et qui le reste. Alors, les deux journalistes en fonction, si c'est juste à côté de moi, enfin, indépendants en fonction aussi, hein, mais ceux qui ont les outils de traitement, peut-être plus actifs que ceux qui ont des outils. Ah bon, vous êtes plus actifs? Prochainement, on fera la oui, notre économiste maison, on parlera économie tout à l'heure avec Obama, qui est venu avec une grosse équipe d'industriels américains qui sont à Nairobi là-bas. Non, Jean-Marie, il y a plutôt cet aérogare qui vient d'être inauguré. On va parler. Oui. Moi, ça me rassure qu'aujourd'hui, on peut prendre l'avion, descendre à la Loano, une piste de 3200 mètres. Oui. Ce sont des gros porteurs qui vont descendre et pour moi, c'est une bonne nouvelle. On va en parler tout à l'heure parce que tout le Lubumbashi bouillonne en ce moment avec toutes les délégations qui sont venues de Kinshasa, qui fête un peu cet aéroport international. Depuis que les Belges avaient installé un aéroport pour expatrier les minéraux et les fonds, maintenant que ça a été réhabilité par Joseph Kabila, les gens de Katanga sont très contents. L'homme du peuple, c'est comme ça qu'on l'appelle, le pouvoir au peuple. Voilà, tout à fait. Toujours du côté du peuple. Lui, Dorbalikelaï. Oui. Alors, parce que vous avez la parole, il faut la garder. Et on va continuer quand même avec cette actualité toute brûlante dans quelques heures, il y a quelques heures seulement. Le chef de l'État, Joseph Kabila, qui est à Lubumbashi depuis hier, a inauguré ce matin l'aéroport international, la tour de contrôle, cette tour immense, avec l'aérogare modernisé, avec la piste éclairée, équipée, etc. Depuis 1948, d'après les recherches que j'ai faites tout à l'heure, les Belges qui avaient préparé cet aéroport préféraient l'aéroport d'évacuation, comme c'était le cas avec Kinshasa dans un premier temps. Aujourd'hui, c'est un aéroport international modernisé. C'est le cas de Kinshasa. La semaine prochaine, ce sera Goma. On a vu Moïse Katumbi, gouverneur, sortant, et le président de l'Assemblée nationale provinciale, Kingo Koumanza, ovationné par beaucoup de Louchois, etc. Quelle signification on peut apporter à cela? Parce que ça faisait un moment quand même, ça discutait un peu au Katanga. Bien. On avait connu ça avec les pom-pom girls et tout ça. Oui, tout à fait. Mais vous savez que lorsqu'il s'agit des intérêts supérieurs de la nation, il est important d'aplanir les divergences, de parler le même langage, de se retrouver là où les gens nous attendaient le moins. Et donc je considère que le fait que les acteurs majeurs de la politique katangaise se soient retrouvés pour l'inauguration de cet aéroport international, c'est déjà un bon signe. Et le linge sale se lave en famille. Il peut toujours y avoir des incompréhensions, et il peut y avoir des ambitions exprimées de manière légitime ou pas, mais ce qui est important, c'est que lorsqu'il s'agit de parler de la nation, que les filles et les fils de notre peuple se retrouvent autour On a senti quand même Joseph Kabila prendre le bain de foule là, à l'aéroport. Le gouverneur qui est à ses côtés, à la coupure du ruban,
s'apprécier pour récupérer le morceau qui est à faire. C'était une joie en famille un tout petit peu. Oui, ils demeurent frères, hein, de toute évidence. On peut toujours tout dire, on peut monter, on peut descendre, oui. On peut accuser Moïse Katumbi de tous les péchés d'Israël, on peut lui donner tous les noms d'oiseaux, oui. Mais il reste congolais, il reste katangé, comme Joseph Kabila, il reste congolais, il reste katangé. Oui. Et donc, vous savez, lorsqu'il y a élévation en dignité dans ce pays, c'est ce que j'ai compris, oui. Lorsqu'il y a un fils d'une province X ou Y qui est élevé en dignité, il y a des retrouvailles qu'on organise au niveau de la province, et ainsi de suite. Oui, oui. Et c'est là que vous trouvez qu'il n'y a pas d'opposants, véritablement opposants dans ce pays. Oui. Il n'y a pas non plus des mouvanciers véritablement mouvanciers. Et dans ce retrouvailles, il y a ceux de l'opposition. Voilà, qui se parlent. Oui, oui. Et la plupart des secrets d'État, oui. La plupart des stratégies politiques conçues par la majorité ou par l'opposition, oui. La fuite s'organise lors de ce genre de retrouvailles. Toujours. Hein, provinciales, tribalo-claniques et je ne sais pas. Oui. C'est assez occasions-là. On se parle en langue. Vous-même, ce n'est pas du même parti, mais vous êtes là-bas. Voilà. Voici comment vous trouverez quelqu'un de la majorité qui dit non, nous allons vous prouver que c'est nous qui avons le pouvoir, nous allons modifier telle disposition. Alors, l'information sort rapidement, l'opposition la récupère, la traite et puis prépare donc le contre-coup, la contre-offensive. Donc, ce sont des retrouvailles qui renforcent la solidarité provinciale ou tribalo-clanique, mais aussi des occasions où il faut beaucoup de discrétion pour bien gérer les secrets d'État. Je salue ce qui s'est passé à Lubumbashi. Je souhaite qu'il en soit ainsi pour les jours à venir. Parce qu'ils séchaient quand même par leur présence, hein, les deux. Tout à fait. Pour une fois, ils sont là et ils sont venus. Tout à fait. C'est pour dire que c'est toujours les différents entourages d'acteurs politiques qui amplifient les dissensions, qui attisent le feu. Oui. Mais lorsque on voit le président Kabila à côté de son frère Moïse Katumbi, je crois que c'est une très bonne chose. Il faut maintenir cette solidarité à tout point de vue, savoir s'écouter mutuellement et puis se fier un peu de la rumeur et des informations maltraitées. Absolument. Alors, Bienvenue Bakoumania a commencé déjà à aborder tout à l'heure l'aspect ou les aspects économiques de cet aéroport. Il faut quand même dire que le Katanga, avec maintenant c'est 4 provinces, maintenant, c'est 4 provinces, il y a une dimension économique très importante. Parce que beaucoup de gens se méfiaient parfois d'aller au Katanga, atterrir des nuits. À un moment donné, même Moïse Katumbi avait menacé de fermer l'aéroport parce que la Banque africaine de développement qui avait promis de l'argent, ça traînait, les Chinois avaient réhabilité une partie, etc. Ces choses faites maintenant, économiquement parlant, on gagne quoi? On gagne beaucoup. Comment voulez-vous une province minière éminemment riche comme le Katanga avoir un aéroport qui n'avait pas une piste recommandable? Avec des trous. Une piste avec des trous, on avait la peur au ventre. À l'atterrissage, il faut choisir le côté. Les pilotes étaient en difficulté quand il fallait atterrir au Katanga, alors que les investisseurs viennent en nombre au Katanga par rapport à d'autres parties de la République. C'était une partie de la République où on devait avoir un aéroport de qualité. Aujourd'hui, ces choses faites, pour moi, c'est une avancée notable. Une avancée notable dans la mesure où le pays, aujourd'hui, n'a pas que Kinshasa, l'aéroport de Njili, il y a également le Katanga, et dans un proche avenir, on parle déjà de Kisangani, le DG de la RVA l'a dit. Et là, j'ai retrouvé, par rapport au débat de tout à l'heure, j'ai retrouvé là 2 hommes d'État. Deux hommes d'État. Oui, ils se sont surpassés. Depuis cette affaire de pénalty, il y avait un voie entre les deux. Et aujourd'hui, on a vu que les Congolais, lorsqu'ils sont ensemble, lorsque l'intérêt supérieur de la nation l'exige, ils savent taire leurs divergences. Ils peuvent jouer un coup franc. Taire leurs différences. Un pénalty. Ils peuvent même se passer la balle. Donc on a vu là un Katumbi serein devant le chef de l'État, un chef de l'État qui dans son rôle, qui applaudissait, qui a tenu un discours que moi j'ai particulièrement apprécié, et un chef de l'État qui n'avait pas d'état d'âme. Il était là pour son devoir d'État, et il a réussi avec élégance et avec brio. Ce qu'il faut recommander ici à la suite de Moïse Katumbi, c'est qu'on puisse avoir une duplication de ces aéroports à travers toute la République. Il a dit pour l'intérieur les 2 autres provinces qu'on ait au moins des aéroports de cette facture. Et pour moi, je plaide pour que toute la République, il n'est pas exclu que demain à Isiro, qu'à Bouta, qu'il y ait des avions qui viennent directement de l'Éthiopie, qui atterrissent par là. Le pays est
est immense, 2 millions et quelques de kilomètres. Le pays est immense et les routes, les infrastructures routières faisant défaut, nous devons multiplier les infrastructures aéroportuaires. Ça va aider à désenclaver le pays. Parce que c'est une exigence même pour l'intégration africaine. Paul Diakessé, cet aéroport international de la Loano, d'aucuns disaient l'autre fois, oui, mais il fallait quand même cet argent mettre dans l'habitat, mettre dans le social, etc. Les dimensions économiques dont bienvenue explorer tout à l'heure. On a entendu Moïse Katumbi dire qu'il faut aussi accélérer la réhabilitation d'autres aéroports à l'intérieur du pays. Pour vous, qui avez parfois un regard beaucoup plus critique, c'était prioritaire que la Banque africaine de développement investisse dans les aéroports, Goma, Kinshasa, Lubumbashi et bientôt Kisangani. Mais avant de répondre à ça, permettez d'abord de vous féliciter, vous deux. Vous avez fait tout à l'heure, vous deux, avec Ludo, vous avez fait un bon reportage. Le reportage? Oui, vous deux là. Vous avez fait des commentaires au début sur les images. Je vois que ça nous manque beaucoup dans nos télévisions, de tels commentaires, où on fait un commentaire en explicitant et en décryptant directement les images. Ça manque beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié Ludor à l'époque, à la francophonie. Il a très bien fait ça. Merci. Avec les gens de RTNC. À dire qu'il y ait un deuxième degré dans votre analyse. On en manque. On a plus de journalistes propagandistes qui font des bruits, mais qui ne décryptent pas l'image de la télé. Alors, vous avez très bien fait ça, la félicitation. Merci. Là, je ferme la parenthèse. Mais pour la question que vous m'avez posée, il faut d'abord dire rapidement que Lubumbashi est resté aéroport international. On en avait 3 dans ces pays, avec Kisangani, Lubumbashi et Kinshasa. Et que Lubumbashi recevait des avions qui allaient en Afrique du Sud, etc. Peut-être que ce qu'on vient de faire, ça va aider Lubumbashi à recevoir des avions de pointe comme des Airbus ou comme d'autres avions beaucoup plus performants que les Boeing ou les DC-10 à l'époque. Je pense que le chef de l'État est en train de marquer son temps. De la même manière que lorsque le pharaon construisait les pyramides, il y avait des gens qui étaient contre pourquoi il fait ça, etc. Oui, c'est trop grand, oui. Comme aussi quand Foyt-Bouani faisait la basilique, Laurent Gbagbo était le premier opposant, il ne voulait pas de ça. Mais après, comme Chirac critiquait la grande arche de la défense ou même les pyramides. Maintenant, on se rend bien compte que c'était important. Je pense que le thé du gouvernement et l'aéroport de Loano, ça, ce sont des biens nationaux qui vont rester et qui vont faire que les pays puissent connaître les sorts qu'il faille. Cependant, il ne faut pas trop faire des clichés monocolores. Peut-être que politiquement, moi je peux dire une chose là, c'est que la rencontre de Moïse Katumbi et Kabila, peut-être que c'est la dernière rencontre entre Moïse Katumbi et Kabila, Moïse gouverneur, parce qu'il ne sera plus gouverneur. Peut-être qu'ils vont, beaucoup de gens rêvent qu'ils puissent se retrouver au lendemain des élections pour une remise et reprise, l'un président entrant, l'autre président sortant. Ce sera un bon cliché et beaucoup de Congolais rêvent ça. Je crois. Beaucoup de Congolais rêvent ça ou c'est vous qui spéculez? Bon, pourquoi quand c'est moi, vous dites moi, mais quand c'est vous, c'est les Congolais? Non, moi je pose des questions. Il faut mettre gentil, Jean-Marie. Donc je crois que... C'est un problème de mandat. Est-ce que vous avez le mandat du peuple? Voilà. J'ai posé la question par rapport à ça. Bon, je ne sais pas s'il faut des élections pour qu'on ait un mandat, mais lorsqu'on est dans le peuple, on peut parler comme peuple. Exact. Je vois que ces tableaux-là, les jours où c'est pour ça que j'ai posé la question. La raison pour laquelle ce qui a plus frappé les gens, c'est moins l'inauguration de l'aéroport, mais c'est le contact entre Katumbi et qui allait bien gérer les choses. Mais c'est comme si le chef de l'État a fait son travail, pas comme chef moral d'une fin politique, mais comme chef de l'État, grand de la nation, inaugurant un aéroport aussi important que l'aéroport international. Oui, non, Bolison. Je crois que c'est une très bonne chose. Je salue la percée économique en termes de réhabilitation et modernisation des infrastructures. Je n'entre pas dans les débats qui consistent à établir une comparaison entre le volet habitat et le volet transport. Le transport est aussi socialement... Comme les gens disent, on ne mange pas les routes. Certains disent, on ne mange pas les rapports réhabilités. Le transport est aussi socialement significatif que les logements. Mais je pense qu'il y a un autre vide que nous devons combler après la réhabilitation des aéroports. L'autre vide qu'il faut combler dans le domaine des transports, c'est une compagnie aérienne.
Il y a 2 avions qui arrivent la semaine prochaine. Ce n'est pas suffisant, Jean-Marie Kassamba. Dernièrement, 10 avions à horizon de février l'année prochaine. J'ai fait Abidjan, j'ai pris Sky Airlines et on a passé pratiquement 95 minutes à l'aéroport de Togo, de Lomé. Pourquoi? Parce que Sky, c'est une compagnie togolaise. J'aurais voulu et je veux que la Kinshasa soit le centre de gravitation de l'Afrique centrale. C'est-à-dire que quelqu'un peut quitter le Maroc, il veut aller en Afrique du Sud, il fait quand même 1 heure de temps en Djili, ça nous valorise. Les gens ne savent peut-être pas. C'est l'argent qui entre dans les caisses? Oui, peut-être on ne le sait pas. Ethiopian Airlines, qui est aujourd'hui la première compagnie africaine, Camer, Kenya Airways, ce sont des compagnies qui ont été montées par des techniciens congolais, des lignes aériennes congolaises, qui sont, parmi eux, il y en a ceux qui sont encore vivants. Donc, le gouvernement doit relever ces défis-là, doter la RDC d'une compagnie aérienne aux dimensions internationales qui nous valorise. Congo Airways, oui, premier vol le 15 je souhaite de bonnes chances aux dirigeants, mais je sais qu'il faudrait une harmonisation entre Congo Airways et le patrimoine moral des lacs, parce que vous avez suivi les débats au niveau du Sénat. Ce n'est pas une bonne chose, ça ne valorise pas la République et Congo Airways, qui est une compagnie nationale, occupe des locaux qui sont d'une dimension pratiquement dans un appartement, dans un pays où c'est cloisonné. C'est pas tout l'immeuble. C'est pas tout l'immeuble. C'est juste, je crois, le 2e niveau de l'immeuble. Donc ça, c'est un appartement propre à un cabinet de communication qui est montré Luno ou Bienvenue Bakoumania. Donc il faut relever ces défis-là. Donc vous recommandez à Maman Mayouma de trouver un immeuble. Voilà, il faut une compagnie aérienne aux dimensions internationales qu'on ait 25 avions. Je crois qu'avec les espérances montent, avec 3, 4, 5 millions de dollars, on peut avoir un avion. Et puisque en leasing, après, oui, voilà, 25 millions. 25 millions. On en a acheté 2 pour 50 millions. Ce n'est pas suffisant par rapport à la dimension et au poids démographique de notre pays. Je voudrais compléter Bruno en disant que c'est très important que le gouvernement de la République songe à résoudre ce problème. Le plus tôt serait le mieux. On a parlé de 2 appareils pour... qui arrivent le 25. Oui, ce n'est pas suffisant. Je reviens du Kassai occidental, mais j'étais scandalisé. Il y a une seule compagnie aérienne dans ce pays qui fait la loi. On ne connaît même pas les heures, ni d'arrivée, ni de décollage. Je suis arrivé à l'aéroport d'Indili à 8 h du matin pour quitter à 17 h, pour aller juste à 1 heure de vol dans le Kassai occidental. C'est le monopole. Lorsque vous êtes à l'intérieur du pays, pour revenir sur Kinshasa, il faut faire la réservation 2 semaines avant. Si vous faites la réservation le même jour, 2 jours avant, vous êtes obligé de payer le billet là x2. Ou x3. Donc vivement la concurrence. Donc vraiment un monopole qui défie vraiment l'autorité de l'État. Vous imaginez que pour quitter Kinshasa et arriver à Goma, dans un passé récent, on payait plus ou moins $800. Oui. Or, pour quitter Kinshasa, arriver à New Delhi, en Inde, c'est plus ou moins $1000. Comment voulez-vous que quelqu'un qui va à l'étranger à New Delhi, en Asie, il paye $1000 et celui qui fait un vol à l'intérieur du Congo paye plus ou moins la même chose? Ce sont des choses qui révoltent. Moi, je crois qu'on ne peut pas se contenter. Bienvenue Congo Airlines, mais il faudrait déjà, comme nous avons un partenariat réciproquement avantageux avec la Chine, nous avons de bonnes relations diplomatiques qui datent de 1960 avec le Japon. C'est le Japon qui est le seul pays, jusqu'à preuve du contraire, qui construit les ordinateurs de pilotage des avions. Oui. On peut faire tendre la main au Japon. On peut acheter des avions en Chine, parce que j'ai vu les Américains venir acheter des avions en Chine. Nous avons déjà un bon partenariat. On peut l'élargir pour qu'au-delà de 2 avions... Une question précise. Il y a quand même beaucoup de compagnies ici. Est-ce que l'assainissement du secteur aérien, c'est pas ça qui limite? Ça a été déjà fait. Oui. Il faut saluer les efforts du gouvernement. On a assaini vraiment. Il y a même des compagnies qui ont des avions sur place qui ne sont pas autorisés. Voilà, il n'y a qu'une seule compagnie. Et ce qui m'a scandalisé, je devais faire le déplacement du Kassai oriental. Je me dis, bon, je commence par le Kassai occidental dans un cadre d'un reportage sur la centrale hydroélectrique de Katende. Oui. Je vais pour faire le changement d'itinéraire. On me dit que c'est une seule dame qui coordonne ça pour l'ensemble du pays. Et pour l'avoir au téléphone, j'ai dû faire 3 heures dans un bureau d'une agence. Non, donc ce sont des choses que... On va suivre ça de très voilà. près. Alors je voudrais, pour chuter, dire que l'initiative de construire des aéroports modernes dans toutes les provinces elle est bonne. Il faut étendre ça partout. Par exemple, vous savez que dans l'histoire de ce pays, c'est le Kassai occidental qui devait être le centre du pays. Kananga précisément. Voilà, Kananga précisément, avec le projet initié par le président de la République d'électrification des 2 Kassai et partant les autres nouvelles provinces du Kassai. Il faudrait qu'on allonge la piste d'atterrissage de la ville de Kananga avec l'électrification qui arrive en 2016. Je le confirme parce que je reviens donc de Katende. En 2016, on aura l'électricité
pour les deux Kasaï, il faudrait qu'on ait un aéroport qui puisse permettre aux Congolais qui vivent de ce côté-là, au lieu de venir sur Kinshasa pour aller en Asie, on peut avoir des longs courriers qui font directement Kananga, qui vont en Asie, qui vont aux États-Unis et consorts, et ça va booster le développement économique du pays à partir du centre. C'est très important. Jean-Marie, juste très rapide, en une minute, un aspect de choses qu'on risque d'escamoter, c'est de voir que la RVA, le pays, vient là d'atterrir dans un projet avec une institution internationale. C'était un projet qui était initié, la Banque africaine de développement. Oui. C'était un projet qui était initié à l'époque par Jean Assis. C'était un franco-libanais qui a géré la RVA avec des fortunes diverses. C'était du solide à l'époque. Nous, on avait expliqué que c'était une erreur de le faire partir. Mais aujourd'hui, on peut dire que les Congolais, ils ont repris le flambeau et ils ont pu amener jusqu'à bon port ce projet, et au point que la BAD a libéré tous les fonds qui étaient prévus. Donc, s'il est question maintenant de capitaliser cet acquis, de permettre à ce que prochainement, qu'on puisse engager un autre projet avec la BAD pour d'autres infrastructures. Merci beaucoup. Premier sujet, Paul Dekessé, on a parlé tout à l'heure de la survie des gouverneurs sortants. Moi, j'ai partagé un peu avec deux ou trois partants, Ngoï Kassange et celui du ex-province orientale, Jean Bamanissa, qui me disait qu'ils repartent en campagne, l'Ituri pour Jean Bamanissa et le Kasaï oriental pour Ngoï Kassange. Pour vous, la stratégie de survie, enfin de la continuité des gouverneurs, Moïse Katumbi, il a fait une petite incursion tout à l'heure pour une des provinces, il faut aussi un aéroport. C'est un bon procédé où il faut renouvellement quasiment de l'espace des gouverneurs qui avait glissé largement. On ne le dit pas assez. Bon, il ne faut pas qu'on risque. Il ne faut pas risquer de faire la campagne de quelqu'un non que vous venez de citer. Je n'ai pas fait campagne. Je vous donne un peu la matière. Cette question-là, cette question de gouverneur, moi je la trouve très délicate. Pourquoi? Je ne sais pas s'il était prévu une élection de gouverneur à cette période ici. Ben, c'est la CENI qui définit le calendrier. Je ne sais pas si c'était prévu. Je veux simplement dire qu'il est dommage que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, puisse continuer à jouer la musique alors que le refrain entonné antérieurement n'ont pas donné le résultat qu'il lui attendait. Je ne sais pas si la majorité doit toujours continuer à compter sur le ministre de l'Intérieur. Vous parlez de Guy Bochap? C'est vous qui citez son nom. Oui, mais c'est lui le vice-ministre de l'Intérieur. Attendez, le vice-premier ministre à charge qui d'abord, avec son projet, son livre sur la Constitution, ça n'a pas marché. À l'électoral, ça mais vous n'êtes pas en train d'être au sujet. Je vais arriver au gouverneur. Oui. Le recensement, ça causait mort d'homme. Peut-être que c'est cela ce qui a fait qu'il puisse être banni du secrétaire général du PPRD. Et voilà une autre sortie, élection du gouverneur. Donc on veut précipiter, en fait, on a précipité le démembrement des provinces. C'est vrai que le démembrement, Jean-Marie, c'est constitutionnel. Et il n'y a pas un temps pour dire que voilà, c'est le temps T pour arriver à 26 provinces. Ne vous contredisez pas. Hein? Nous appliquons la Constitution. D'accord. Mais est-ce que le moment choisi, il est bon? Pourquoi cette précipitation à voter les gouverneurs quand on sait que les gouverneurs sont élus par les députés provinciaux? Pourquoi ne pas commencer par les députés provinciaux? Parce que certainement qui sont ici, nous commençons par là, nous risquons de chuter aux élections importantes, très attendues. Pourquoi important? Je trouve là, pour moi, je pense que la majorité n'a pas tenu compte des critiques émises par le Tundula pour le démembrement. Et pourtant, le Tundula, c'est une éminence grise de la majorité. Mais également, ce démembrement qu'on a confié au ministre de l'Intérieur, je ne crois pas que ce soit une notice ou un espace politique. C'est un espace technique, le territorial. Et pourtant, la majorité, il y a des hommes remplis de la territoriale qui sont là, les Mondo Simba, par exemple, ou le Vuno Tepemako. Mais lorsqu'on donne ça à celui qui a fait bon, pendant 3 fois, il a échoué,
Alors là, maintenant, on s'est dit, ah, donc on prépare lentement mais sûrement les glissements. Parce que ça... Mais pourquoi vous faites comment dire, un écart d'analyse alors que je vous ai posé une question beaucoup plus directe? Mais je veux arriver. Il y a plusieurs façons. Moi, Jean-Marie, il y a plusieurs façons de répondre aux questions. Nous ne sommes pas à l'école primaire où il faut répondre à la question posée exactement. Il y a plusieurs façons de répondre aux questions. Je vais arriver au gouverneur. Ça signifie quoi, Jean-Marie? Ça signifie que pour la majorité a fait ses calculs, allons aux élections. Comme ça, nous aurons dans toutes les provinces des gouverneurs de l'obédience du PPRD ou de la majorité. C'est ça le projet de Évariste Bouchab. Je cite son nom, vous l'avez cité, ministre de l'Intérieur. Donc on va mettre dans toutes les provinces des gouverneurs qui sont du PPRD, dans l'espoir que comme c'est le PPRD... Mais il y a élection quand même. Pardon? Là vous êtes en train de faire un procès de tension à la CENI et au peuple. Quelle élection, Jean-Marie? Il y a eu combien de députés provinciaux? Je prends pour les Bandundu. Lorsqu'on est membre 4, on fait 3 provinces. Il y a combien de députés à Maïndombe, à Kwango et à Kwilu? 6 ou 5 ou 7. Mais ils sont facilement manipulables. Donc nous allons dans un pays où tous les gouverneurs seront du PPRD, où le parti a la majorité. Donc le choix, c'est le choix d'un parti-État. Et ça, c'est une grave erreur que le ministre de l'Intérieur va encore commettre. Parce que ce n'est pas évident que... Mais c'est lui qui fait voter. Ce n'est pas... Oh, mais comment? Même nous connaissons le dessous des cartes. Ça fait longtemps que nous sommes nés quand même, non? La tête est vide. C'est pas pour rien que la tête, il n'y a plus de cheveux. Donc, comme pour dire, Jean-Marie, le calcul politique, c'est quoi? C'est qu'il y a des gouverneurs qui sont du PPRD. Ça va nous aider pour le glissement. Nous sommes la majorité. Ce n'est pas évident. Et que quand il y aura élection, toutes ces provinces voteront pour notre couleur. Ce n'est pas vrai. Nous avons connu des cas où Kinshasa avait le gouverneur Kimbuta, mais Kinshasa en 2006 a voté pour Bemba. En 2011 a voté Tshisekedi. Le Bas-Congo également en 2006. Donc votre analyse ne se vérifie pas. Non, non, attendez. Laissez le peuple voter. Mais justement, c'est l'erreur qu'ils veulent commettre. C'est-à-dire en mettant un gouverneur qui n'est pas de leur, c'est pas évident qu'on va le voter. Donc moi, personnellement, cet empressement à voter les gouverneurs, je soupçonne simplement la préparation d'une rampe du glissement. Et malheureusement, malheureusement, les résultats que eux attendent d'avoir, ce n'est pas forcément que les résultats qu'ils auront. Bruno Molusson. Merci beaucoup. Jusqu'à là, il n'a pas répondu à la question pour le déquiser parce que j'ai demandé les gouverneurs actuels qui sont en train de rempiler. Est-ce qu'il y a une bonne solution? Comment ça va de soi? Il y a d'autres candidats qui sont aussi en liste. Merci Jean-Marie. Je précise que la Constitution et la loi électorale n'interdisent pas aux gouverneurs sortants de postuler. Je sais que Moïse Katumbi est peut-être le seul à avoir dit non à ceux qui lui ont proposé de postuler pour le Nord-Katanga. Alex Kande, je doute qu'il soit candidat pour le Kananga, mais tous les autres, Ngoka Sanji, Kamisendu et Bamanissa sont candidats. Je voudrais préciser que le vice-premier ministre Bouchab était en plein droit d'aller défendre cette loi au Parlement parce que la CENI, sur le plan constitutionnel, n'est pas responsable devant le Parlement. Le Parlement vote soit des projets de loi qui viennent du gouvernement, soit des propositions de loi qui viennent des députés. Or, en l'espèce, la loi qui venait d'être votée il y a quelques heures, c'est une loi qui porte adoption des répartitions des sièges pour ces élections municipales, locales et urbaines. Je n'ai pas dit le contraire. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que le démembrement de la RDC en 26 provinces ne date pas d'hier, ne date pas d'avant-hier. L'option avait déjà été levée. Donc il n'y a pas de précipitation. L'option avait déjà été levée, Jean-Marie, en 1993 lors de la conférence nationale souveraine. Et ça a été formalisé au niveau de l'avant-projet de constitution qui a été rédigé en 2006. Et parmi les appâts utilisés par ceux qui battaient campagne pour le oui au référendum, pour qu'on vote cette constitution, il y avait 2 appâts. Le premier appât, c'était le régionalisme politique, c'est-à-dire le démembrement de la RDC en 26 provinces, rapprochant ainsi les gouvernés des gouvernants. Le deuxième appât, c'était la retenue à la source des 40% des recettes provenant des provinces et avec la Caisse nationale de péréquation qui devait équaliser les déséquilibres entre les différentes provinces. Alors, depuis 2006, où la Constitution a été promulguée, jusqu'à aujourd'hui 2015, ça fait 9 ans
9 ans d'escroquerie politique parce que les 26 provinces n'ont jamais été appliquées alors qu'elles sont constitutionnelles. Kinshasa, ville-province de Kinshasa. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas un moment précis pour respecter la Constitution. C'est une très bonne chose. C'est vrai que beaucoup d'entre nous avons peut-être été surpris par la vitesse avec laquelle le gouvernement, à travers le vice-premier ministre Bochab, s'en est pris pour aller annoncer le calendrier. Mais aujourd'hui, il y a une harmonisation avec la CENI qui a annoncé pour fin août l'élection de ces 21 gouverneurs. Parce que les 5 ne sont pas concernés. Parce qu'il faut des provinces qui sont pas, il faut combler. Oui. Alors maintenant, il faut aller aux élections. C'est vrai, il y a un problème peut-être de légitimité et de légalité qui se pose, d'autant plus que ce sont des députés provinciaux qui sont hors mandat qui vont élire ces gouverneurs. Mais parce qu'il n'y a pas de nouveaux députés provinciaux, parce qu'il faut appliquer la Constitution, laissons à ces députés provinciaux qui ont déjà glissé de voter les gouverneurs et quitte à voir l'étape suivante. Et surtout la difficulté, à Kinshasa, par exemple, c'est le MLC qui voilà. Mais encore que là, je crois que là, j'ai pu donner raison glissement global. Donc, le fait qu'un parti ait le contrôle de la majorité dans une assemblée provinciale ne signifie pas forcément qu'il a toutes les chances de l'emporter. Parce qu'aujourd'hui, les députés provinciaux eux-mêmes font des calculs pour les élections aux prochaines échéances. Oui. Donc, ils ont besoin de candidats gouverneurs liquides, des candidats gouverneurs alimentairement stratégiques. Oui. Et là, j'ai dit, il y a un danger qui guette la République. Il faudra que, même si c'est au niveau de la majorité présidentielle ou de l'opposition, ils sont libres de faire des calculs, de faire des stratégies électorales, mais qu'on puisse choisir des bons candidats. Que ce ne soit pas des gouverneurs restaurants qui vont servir des rétro-commissions à ceux qui les ont positionnés là-bas et les peuples. Absolument. Alors, c'est ce que nous aurons là. Vous êtes pessimiste. C'est ce qu'on vous dit très souvent, surtout par nos amis d'Afrique du Sud. Il dit d'essayer d'être un peu positif par rapport à l'avenir du Congo. Bienvenue, Bakoumania. Quand même, ces gouverneurs sortants, chacun a un bilan. On oublie quand même qu'ils doivent. Moi, j'ai vu le gouverneur provincial du Katanga déposer ses comptes à la Cour des comptes avant-hier. Rares sont des gouverneurs qui ont déposé leurs comptes. Et puis, la population doit aussi s'exprimer par rapport au bilan des uns et des autres. Oui. Alors, c'est ce qui aujourd'hui s'agite un peu à aller se représenter. Et d'autres candidats qui n'étaient même pas connus dans leur fief, où ils n'ont même pas une petite case, ils deviennent d'être candidats, etc. Quel est le postulat ou le portrait robot d'un gouverneur, le vrai, qui doit être pour le Congo de demain, pour nos provinces, nos 26 provinces? Oui, Jean-Marie, on est en train de poursuivre un objectif que personnellement je n'arrive pas à décrypter par rapport à ce processus de démocratie. Justement, j'en viens, je parle de on, et je vais l'identifier à travers mon analyse. Parce que nous répondons à quelles questions aujourd'hui avec les nouveaux gouverneurs qui viennent, le processus d'élection qui va se mettre en place. À chaque province. Ben justement, ils vont passer, je crois, 3 mois ou 4 mois. Transition? Une transition. Est-ce que c'est judicieux aujourd'hui d'élire des gouverneurs par un processus tel que ça a été formalisé avec des élus de 2006, des élus qui ont glissé pendant 2 mandats. On leur accorde encore la faveur d'élire un gouverneur qui va diriger encore pendant 3 mois. Moi, je pense que cette faveur, les députés provinciaux, les assemblées provinciales ne les méritent pas. Ah bon? Il est vrai qu'aujourd'hui, contrairement à ce que Paul a dit, le PPRD et la majorité contrôlent toutes les provinces aujourd'hui. Aujourd'hui? Ah ben oui, ils contrôlent toutes les 11 provinces, sont gérées aujourd'hui par le PPRD et alliés. Aucun parti d'opposition ne gère une seule province. Il y avait la province de l'Équateur qui est passée depuis entre les mains de la majorité. Donc c'est dire que la majorité avait intérêt à garder le statu quo plutôt que d'organiser les nouvelles élections. Parce qu'il y a quelqu'un qui viendra faire campagne pour dire, voilà, remettre en cause le bilan du gouverneur sortant. Avec l'expérience de Bamanis dans la province orientale et Badou dans le Bas-Congo, la majorité pouvait se dire, il y a un danger, on risque de perdre le contrôle de toutes les provinces. Mais c'est là que l'enjeu devient intéressant. L'enjeu devient intéressant pour l'opposition notamment, qui devrait batailler pour que nous puissions avoir les élections provinciales. Rapidement, comme ça le jeu va s'ouvrir. Il se fait qu'aujourd'hui, en ayant les mêmes
qui ont basculé, les alliances qui ont basculé dans tous les sens, la majorité va continuer à gérer et à contrôler. Pourquoi l'opposition n'a pas fait cette analyse de dire, comme il y a organisation rapide des gouverneurs, enfin des élections des gouverneurs, si on postule, on a la chance de faire basculer quelques provinces et puis doser un peu la population pour savoir l'adhésion. Mais justement, Jean-Marie, c'est ça l'erreur stratégique de l'opposition, c'est de ne pas poser des questions de manière prospective. L'opposition répond par des coups de tête. Quand il y a un problème qui se pose, l'opposition s'est réunie, il donne une réponse par à coup. Moi, je pense qu'une analyse, une stratégie prospective aurait permis à l'opposition de voir toutes ces choses qui étaient prévisibles par ailleurs. Prévisibles, ça, on voyait venir la majorité dans cette stratégie. On les voyait venir, mais l'opposition n'a pas su contrer. Pourquoi elle n'a pas su contrer? C'est parce que l'opposition ne voit même pas que la majorité prépare les glissements et que ça risque de se faire sans elle. Et aujourd'hui... Donc la proposition de Mwanansembi, glissons ensemble. Moi, je pense que Mwanansembi, il peut avoir raison ou avoir tort. Moi, je pense que l'opposition a manqué de stratégie. Et aujourd'hui, elle est toujours en déficit de stratégie par rapport aux enjeux qui sont en train de venir. Les enjeux que nous sommes en train tous de voir venir. L'opposition ne se prépare pas à contrer un éventuel glissement par des propositions contraires. L'opposition ne se prépare pas à faire partie du glissement pour éventuellement recadrer les choses par après. On sera bientôt là dans un cul-de-sac. Lui de parler quel âge? JMK. Oui. Bien, pessimiste comme Paul Diakessé ou prospective comme... Parce que l'analyse de Bienvenu Bakoumane est de dire, oui, toutes les assemblées provinciales avaient glissé, avec à leur tête leur président. C'est ça. Tous les gouvernements provinciaux avaient glissé et on voit les mêmes gouverneurs vouloir maintenant repartir comme si il ne s'est rien passé, ils n'ont pas fait la réduction des comptes. Parce qu'on préparait un glissement global. Je vais revenir amplement sur le glissement et les déterminants de ce glissement, dont l'opposition et les médias en particulier. Alors, en ce qui concerne les ambitions exprimées par les anciens gouverneurs, moi je crois que ça fait partie de leurs droits civiques. C'est légitime. C'est légitime, ils peuvent se représenter, mais ma grande crainte, qui est proche, qui est voisine de celle de Bienvenu, c'est cette petite transition de 3 ou 4 mois qu'on organise pour des gouverneurs qui ne feront pas long feu. Et quel est le critère qui va déterminer à leur élection dans des assemblées où les députés provinciaux ont fait preuve d'une incompétence démocratique notoire depuis qu'ils sont là 9 ans. Non, ils ont été incompétents parce que vous connaissez qu'il y a eu beaucoup de conflits, entre institutions dans presque toutes les assemblées à travers le pays, peut-être pas à Kinshasa, où je voudrais quand même faire une fière chaleur au gouverneur Kimbuta et au Katanga et tout petit peu, mais reste à savoir si le pot de vin n'a pas circulé pour qu'il y ait accalmie. Alors de toutes les façons, ce sont des assemblées qui n'ont pas bien fonctionné dans le cas de rapports interinstitutionnels. Alors ceci dit, je pense qu'il aurait été de bonne politique qu'on laisse le gouverneur en place, continuer jusqu'à l'élection proprement dit des gouverneurs véritablement élus avec par les nouveaux députés provinciaux. Ça pouvait être... Donc il fallait, comme a dit Bienvenu, aller aux élections provinciales. Il fallait aux élections provinciales. Mais la CENI, tout comme le gouvernement, peuvent avoir des arguments que nous n'avons pas, des paramètres que nous n'avons pas. Mais nous aimerions dire que ça serait idéal qu'il en soit ainsi. La crainte, c'est quoi? Je reviens d'une province du pays où les détenteurs des médias locaux, provinciaux, sont eux-mêmes des candidats. Et qu'est-ce qu'ils font au jour le jour? Ils battent campagne dans leurs médias. Déjà. Ils appellent au soulèvement contre les institutions provinciales, au su et au vu de tout le monde. C'est scandaleux. Je prends le cas du Kassai occidental. J'ai pris mon courage à main et je félicite en passant le président du CESAC, à qui j'ai donné l'information. Il est intervenu pour donner des instructions à ses services en province pour que cela s'arrête. Mais je crois que jusqu'au moment où nous tournons cette émission, ça ne s'est pas arrêté. Les détenteurs des médias de la province du Kassai occidental sont eux-mêmes des candidats gouverneurs, des candidats députés provinciaux, et ils s'insurgent contre les institutions en place. Quand bien même ces institutions-là expédient les affaires courantes, mais nous sommes dans la légalité. Il faut attendre l'élection des nouveaux gouverneurs, la remise et reprise pour pouvoir battre campagne. Donc ce sont des choses qu'on aurait dû prévenir si on n'avait pas organisé cette petite transition. Voilà. Alors pour revenir sur les glissements, il y a beaucoup de déterminants du glissement. D'abord, le premier déterminant, c'est le fait que
la communauté internationale elle-même, qui avait promis de soutenir le processus électoral. Jusqu'à présent, il n'y a pas... Toujours pas. On a écouté l'envoyé de l'Union européenne qui dit, bon, quand on va voir le calendrier, voilà. Donc, on a 15 millions, mais on doit savoir... On avait demandé le calendrier global, il est venu, et depuis qu'il est là, les millions se sont envolés. Le deuxième déterminant du glissement, c'est, je peux dire, permettez-moi le terme, c'est une frange de l'opposition qui dit qu'il faut enrôler les mineurs, les nouveaux majeurs, il faut enrôler la diaspora. Très bien, mais les études faites, d'après des informations puisées à la source, pour enrôler les nouveaux majeurs, il faut plus ou moins 8 mois. Pour les enrôler, il faut commander les kits, il faut identifier la firme qui doit livrer ces kits, il faut paramétrer le logiciel d'enregistrement des nouveaux majeurs, tout calcul fait, nous sommes autour de 8 mois. Et c'est une exigence d'une frange de l'opposition, et c'est une exigence qui cautionne, sans le dire, le glissement. À propos de la diaspora, il faut mobiliser, il faut déployer les kits électoraux dans toutes les chancelleries où il y a des Congolais. Quand vous inventoriez, c'est plusieurs centaines, plusieurs dizaines de chancelleries. Il faut requérir la sécurité des pays d'accueil des Congolais pour assurer la sécurité des kits électoraux et même des opérations électorales. Et le repartiment des résultats. Tout calcul fait d'après des informations puisées à la bonne source, nous sommes autour d'une année et demie. Et quand vous prenez 8 mois pour les nouveaux majeurs, 1 année pour la diaspora, elle est bipartite d'ailleurs, il y a la diaspora régulière et la diaspora qui n'est pas en règle, qui est traquée, il faut l'enrôler aussi. Donc vous voyez que une partie de l'opposition... Alors, Paul Diakès devait réagir. Non, il me laisse argumenter. Nous ne sommes pas ici. Vous comprenez que juste quand il va terminer. Nous parlons du glissement, mais il y a... Donc, les évidences, les déterminants qu'on retrouve, les glisseurs sont de part et d'autre, aussi bien du côté de l'opposition, aussi bien du côté de la majorité, mais quitte à l'opposition de nous montrer comment l'opposition planifie son glissement. Enfin, la majorité planifie le glissement. Alors, je voulais placer un mot. Je voulais d'abord préciser à l'intention du public que je parle comme journaliste ici. Je ne suis plus le chargé de communication de M. Beauchab, à qui j'ai beaucoup de respect parce que vous lui avez imputé des choses. Je voudrais juste recadrer. Le livre faisait partie quand le livre est sorti, laissez-moi, c'est jamais qui pose des questions. Son livre faisait partie d'un débat, d'un scientifique qui a soulevé une question, ça fait débat. La loi électorale dont vous avez parlé, la loi électorale, ce n'est pas une œuvre de Beauchab, c'est une œuvre du gouvernement. Beauchab a été nommé comme vice-premier ministre autour du mois de novembre. Il fait 2 missions au Katanga et au Nord Kivu où les ADF tués. Il revient, il présente un projet de loi au gouvernement. Il l'a élaboré quand? Ça, c'est le gouvernement. Mais, alors, à propos de la loi sur la répartition des sièges, encore une fois, c'est une œuvre du gouvernement. Évitons d'individualiser les débats parce que c'est un cachet négatif qui peut coller à la peau de quelqu'un toute la vie. Et je crois que nous devons mettre les gants pour le dire. Si les médias y reviennent autant que vous-même, je crois que c'est votre droit de commenter. Mais ça montre aussi la faiblesse de sa stratégie de communication actuelle, de sa communication actuelle. Tant que les médias n'arrivent pas à comprendre qu'il a réfléchi comme intellectuel en publiant un livre, que la loi électorale n'était pas son œuvre, que la loi sur la répartition des sièges n'était pas son œuvre, ça montre qu'il n'a pas une bonne communication. Et je m'assure. En tant qu'initié, j'ai compris ce que vous voulez dire. Allez-y, monsieur, pas de polémique. Vous savez Jean-Marie, moi je ne suis pas scandalisé, mais ça m'étonne un peu que depuis un certain temps, il y a certains groupes de gens qui font l'apologie du glissement. L'apologie ou c'est une évidence? Non, mais j'ai démontré mais quand on parle d'évidence et qu'on met du beurre, on embellit, mais ça devient de l'apologie. On explique. Quand on explique, c'est pour convaincre, non? Mais quand on convainc, on a fait de l'apologie. C'est pour dire que le glissement c'est bon, que l'opposition glisse. Non, mais c'est faux, c'est pas bon le glissement. Le glissement est la conséquence de l'échec du gouvernement, qui est incapable d'organiser les élections. Le glissement, c'est parce que l'argent, les 41 millions pour le gouvernement, c'était prévu dans le budget. On a sorti 41 millions. Pire encore, la primature à elle seule a consommé plus de 200% du budget qui était prévu pour elle. C'est une analyse trop vite faite. Attendez, on n'avait pas de la présidence même mort, on n'avait pas le Parlement aussi même mort. Ça signifie que si cet argent a été mis de côté,
mais on allait avoir des élections. Donc, faire l'apologie du glissement, ça c'est... Attendez, vous allez continuer à parler. Non, je vais terminer. Faire l'apologie du question. glissement, ça c'est institutionnaliser une mauvaise façon de gérer les trésors publics de l'État, et ce n'est pas un bon exemple. C'est pas possible. Mais pour les élections, 1,5 milliard, les élections, on ne prépare pas à la fin du mandat. C'est chaque année qu'on a pu le Je place un petit mot. Je place un petit mot. J'espère que ce n'est pas mon cas. Que Bruno parle et pour personne d'autre terminer l'émission. Je voudrais rappeler que le sujet sous débat ici, c'est l'élection des gouverneurs. Oui. Je ne voudrais pas rentrer dans les pièges tendus par Paul Diakessé et même Ludo Balekela, qui lui-même a jeté les pavés. Oui. Je voudrais dire qu'on ne peut pas opposer, Jean-Marie, on ne peut pas opposer l'organisation des élections provinciales aux élections des gouverneurs. On ne peut pas opposer. Soit-elle actuellement. Parce que la loi, les élections provinciales, les candidatures sont déjà déposées. La campagne électorale commence en septembre. Oui. L'élection provinciale aura lieu au mois d'octobre. Oui. Ça n'a rien à voir avec l'élection des gouverneurs. Et donc l'un n'oppose pas l'autre. Non, non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il n'y a pas... les nouveaux gouverneurs seront élus, si nous partons des nouveaux députés provinciaux, oui. c'est l'année prochaine. Oui. Donc dire que les députés provinciaux d'aujourd'hui, après avoir beaucoup glissé, oui. sont indignes pour nous élire des nouveaux gouverneurs, oui. ça signifie qu'on devait refuser d'appliquer les lois qui viennent du Sénat. Le Sénat qui a glissé au même titre que les assemblées provinciales. Et là, donc, étant donné qu'on n'a pas encore les nouveaux députés provinciaux, laissons les sortants, quelle que soit leur médiocrité, sur le plan logistique, sur le plan législatif, sur le plan intellectuel, parce que la population les a élus. Il faut qu'à un certain moment... Restons légaliste. Nous tuons les pays. Un modèle. Ce sont des élus, les élus restent légitimes. Même si ce sont des illettrés, ce sont des élus. Jean-Marie, on ne doit pas tuer le pays. Nous ne devons pas mettre le feu à la case. Il faut récupérer les prochaines élections. Pas maintenant, ils sont déjà là, ils doivent venir. Justement, c'est pourquoi, contrairement à ce que pense Paul, on ne fait pas l'apologie du glissement. Nous sommes seulement pragmatiques et réalistes. On est buté, comme l'a dit Hollande. On est buté à un vrai problème. Un vrai problème. Il n'y aura pas élection si on ne prend pas garde. Au peuple, pourquoi pas élection? Mais justement, c'est pourquoi nommer les responsables. C'est pourquoi moi j'ai dit payer ça devant la nation. Moi j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité au peuple et j'interpelle l'opposition. Je leur dis, messieurs, mais faites en sorte que vous puissiez faire prendre à la majorité acte de sa mégestion. C'est l'occasion d'aller au dialogue et de faire signer à la majorité son acte de décès. Malheureusement, l'opposition ne développe pas cette intelligence qui permettra à ce que le pays n'implose pas. Parce qu'il postule à prendre la direction du pays. Mais si déjà les ingrédients sont là, un cocktail se met... Est-ce qu'ils ne préparent pas eux-mêmes la contestation pour qu'il y ait une implosion? Écoutez, pour moi, l'opposition est en déficit de stratégie. Et même l'opposition fait une mauvaise analyse de l'évolution de la situation en croyant que de l'autre côté, ce sont des enfants de cœur. Et quand ça va bloquer... Et aujourd'hui, demain, je prends le peuple à témoin pour dire la vérité. Demain, lorsqu'il y aura glissement sans l'opposition, mais qu'on ne brûle pas la case. Qu'on ne brûle pas la case. Préparez-vous, messieurs de l'opposition, pour glisser avec les autres, afin que vous puissiez les déboulonner de manière démocratique. Parce que pour le moment, là, c'est difficile d'avoir les élections dans l'immédiat. Alors, terminons l'émission. Je termine, oui. En un mot, je voulais dire que ce que Bienvenu a dit, je le trouve très pertinent. Et lorsque j'ai évoqué la question de l'enrôlement des nouveaux majeurs, mais aussi de la diaspora... Qui fait partie des conditionnalités en ce moment. Ce sont des problèmes réels, ce sont des difficultés, des obstacles pour le bon déroulement, la bonne opérationnalisation du processus électoral, des questions qui ne peuvent être résolues qu'au travers du dialogue. Parce que là, on va trouver un consensus. On s'est dit, nous sommes butés au problème des financements. La communauté internationale n'a pas financé. Et nous avons les nouveaux majeurs. Ça demande autant de mois. Est-ce que nous nous mettons d'accord pour qu'il en soit ainsi, même s'il y a glissement, qu'on s'assume ensemble? Mais lorsqu'on refuse le dialogue, comment est-ce qu'on va résoudre ce genre de problème? C'est ça la façon dont nous expliquons les choses, mais nous ne faisons pas non plus l'apologie du glissement. Merci beaucoup. J'aurais voulu qu'on parle